Montréal, aujourd'hui, c'est non seulement la ville, mais c'est également la région qui l'entoure. Ces véritables limites sont marquées par un rayon qui va depuis le centre jusqu'à 35 000 à la ronde. À l'intérieur de ces limites vivent près de 3 millions de personnes. Les hommes se regroupent dans les villes depuis belle lurette. Il y a toute la différence du monde, cependant, entre la ville médiévale qui se consacrait ou au commerce, ou au culte, ou à l'industrie, à l'intérieur de murailles fortifiées, et la ville moderne où se pratiquent simultanément les activités les plus diverses et qui a atteint, depuis le début du siècle, des dimensions jamais vues dans l'histoire. Ainsi, New York compte maintenant quelques 15 millions d'habitants, et les villes s'étendent sur des espaces considérables. Les banlieues se raccrochent les unes aux autres pour ne plus faire qu'un avec la métropole. Le phénomène se reproduit au Canada comme ailleurs. La très grande majorité des Canadiens sont aujourd'hui des urbains. Une quarantaine de villes dans le monde et une douzaine seulement en Amérique du Nord sont aussi peuplées que Montréal. En 1981, la métropole du Canada comptera plus de 4 millions d'habitants. En l'an 2000, 7 millions de personnes vivront dans la région montréalaise. En somme, disciplée. La géographie et l'histoire ont contribué à donner à Montréal son visage particulier. Mais le développement anarchique de la ville menace de la défigurer à jamais. Ainsi, le seul appât du gain règle l'aménagement du territoire non encore urbanisé. Les spéculateurs ont la main mise sur une superficie 3 fois plus grande que le territoire déjà englobé par la ville. Le jeu de la spéculation fait monter de façon artificielle le prix des terrains, et les Montréalais, demain, en souffriront. Mais d'ores et déjà, la spéculation a une conséquence néfaste. Les citoyens en quête d'une résidence et les entreprises qui cherchent où s'installer se dispersent un peu partout au gré des caprices des spéculateurs. La ville s'émiette et le coût des services publics s'en trouve haussé d'autant. Montréal n'en finit plus de s'étendre. La population croît, mais l'espace consacré à l'habitat augmente encore plus rapidement. Chaque citoyen en banlieue va mobiliser plus d'espace qu'il ne le ferait en ville. Les clients des diverses maisons de commerce auront à leur disposition des terrains de stationnement plus étendus et les parcs s'étendront sur de vastes espaces. Mais tout ça se fait de façon plus ou moins improvisée. Et souvent, commerce, industrie et habitat se conjuguent dans la plus grande incohérence. À mesure qu'elle grandit, la ville pose des problèmes qui semblent de plus en plus insolubles. On a tenté, dans certains pays, d'en limiter la croissance. En Angleterre, en 1938, une loi est promulguée dans le but de freiner l'expansion de Londres. L'objectif visé, assurer la permanence d'une ceinture verte autour de la métropole. Mais cette barrière a cédé depuis longtemps sous la poussée des populations. En France, en 1961, le gouvernement arrêta une politique de décentralisation pour sauver Paris de la congestion. Pourtant, la population parisienne, qui est aujourd'hui de 9 millions, sera de 14 millions en l'an 2000. Les exemples de Londres et de Paris montrent bien qu'il n'est pas facile de freiner la croissance d'une ville. La même leçon se dégage des expériences tentées dans les pays socialistes. Plutôt que d'essayer de limiter l'expansion de Montréal, il vaut mieux tenter de planifier son développement. En l'an 2000, les 7 millions d'habitants de la région montréalaise auront un revenu plus élevé que maintenant. Ils rêveront d'une maison unifamiliale. Ils voudront posséder un chalet à la campagne ou une seconde automobile. Ils dépenseront davantage pour leurs loisirs. L'automatisation aura transformé grandement le secteur industriel. La main-d'œuvre sera mieux formée. Elle s'orientera du côté des services. Chacun pourra consacrer plus de temps à ses loisirs. En l'an 2000, il y aura un véhicule automobile pour 2 personnes et en fin de semaine, un peu plus de 3 millions de voitures voudront utiliser les ponts qui relient Montréal à la région environnante. Les Montréalais auront soif d'une bouffée d'air frais. Plusieurs cours d'eau sillonnent cette région. Le Saint-Laurent, l'Outaouais, le Richelieu, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies. On y trouve également plusieurs lacs. Mais souvent, les trésors culturels sont ignorés. Rivières et montagnes ne sont pas mises en valeur. Et pourtant, il faut aménager pour l'homme une région qu'il puisse aimer, un monde qui lui ressemble, auquel il puisse s'identifier. Chacun rêve d'un univers où il pourrait vivre confortablement et trouver à portée de la main aide et secours de toutes sortes. Un univers où il se sent non seulement protégé contre les catastrophes, mais où il peut s'épanouir physiquement et intellectuellement. Ce rêve exprime des objectifs qui s'intègrent tout naturellement dans un plan d'aménagement régional.
Un plan d'aménagement régional voudra faire que les déplacements à l'intérieur de la région soient faciles, rapides. Il voudra tenir compte du fait que les citoyens ne sont pas de même culture, de même langue, de même religion et n'appartiennent pas au même groupe ethnique. L'idéal du plan, à notre avis, serait que chacun perçoive la ville comme un tout cohérent, harmonieux. Foyers et carrefours permettraient de réunir capitaux et équipements, clients et vendeurs, ruraux et citadins, gouvernants et gouvernés. Chacun pourrait se sentir partie non seulement d'un quartier ou d'une municipalité, mais d'une région. Et comme dans le passé, la montagne et le fleuve ont donné à Montréal son visage particulier. Dans l'avenir, le plan se propose d'utiliser à plein le site unique de la métropole. Vues du haut des airs, les villes affectent des formes particulières. Les unes sont concentrées, les autres ont quelque chose d'une étoile, d'autres encore apparaissent comme une sorte de galaxie. Le Montréal de l'an 2000, avec son centre très développé, aurait quelque chose du type concentré. Deux axes évoqueraient la forme d'une étoile, l'axe de développement économique, le long du fleuve, et l'axe de la croissance démographique, perpendiculaire au premier, car la population aura tendance à se diriger vers le nord. Et la galaxie, c'est le centre de la région autour duquel gravitent des cellules urbaines. Le véritable moteur de la région sera le noyau, soit la ville de Montréal et une dizaine de municipalités situées autour du Mont-Royal. Le Saint-Laurent et les activités du port et la voie maritime joueront également un grand rôle dans l'avenir. Le fleuve demeurera cependant un obstacle très coûteux à franchir. Les Montréalais voudront se récréer à l'extérieur de la ville et les liens qui seront établis entre la ville et les zones récréatives devraient contribuer à façonner le visage de la région. Le site, les richesses naturelles, les richesses touristiques, de même que les voies de communication qui permettront de trafiquer avec le reste du continent, Québec, l'Ontario, les États-Unis, voilà sur quoi s'établit la croissance de Montréal. Une croissance qui ne peut s'effectuer de façon cohérente que dans le cadre d'un plan d'aménagement de la région. Un plan que seuls les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre. Voirie, transports en commun, parcs, équipements collectifs, écoles, hôpitaux, aqueducs, gaz, électricité, tout cela relève des gouvernements. On sait qu'un lien étroit existe entre la croissance industrielle et l'essor d'une ville, d'où l'implantation de parcs industriels par les municipalités dans le but d'attirer des usines. Mais séduire les industriels ne suffit pas. Il faut que l'usine, l'habitat et les services collectifs s'intègrent dans un ensemble harmonieux. Plus encore, il faut tenter de prévoir dans quel sens ira le développement économique et le type d'emploi qu'il exigera. Le secteur primaire de l'économie, l'agriculture, les mines, est peu développé dans la région de Montréal. L'industrie de transformation, c'est-à-dire le secteur secondaire, fournit un nombre important d'emplois. De même, le secteur tertiaire, soit le commerce et les services. Or, l'importance du troisième secteur s'accroît constamment. Maisons d'enseignement et institutions financières se multiplient. Les effectifs des professions libérales augmentent rapidement. En 1981, le secteur tertiaire emploiera les 2/3 de la main-d'œuvre de la région montréalaise. Il faudrait donc songer non seulement à promouvoir l'industrie, mais tenter de prévoir également où devraient se trouver les principaux points de regroupement d'emplois du secteur tertiaire. Nous connaissons les objectifs visés. Nous savons de quels outils nous disposons pour les atteindre. Une première tâche consiste à isoler sur la carte les terrains qui ont une valeur certaine pour l'agriculture, les terrains qui serviraient à la récréation et également ceux qui semblent inaptes à l'urbanisation à cause de leur sol ou de leur situation. L'économie de la ville devrait continuer de se développer le long du fleuve, où se trouve déjà le port et nombre d'usines dépendant du transport fluvial ou grandes consommatrices d'eau. Le développement se poursuivra ici d'est en ouest, depuis Valleyfield jusqu'à Sorel-Tracy. Quant à la population, elle devrait surtout se regrouper dans un axe perpendiculaire à l'axe de croissance économique qui longe le fleuve. Elle se dirigerait vers le nord-ouest qui ouvre sur les Laurentides. Peut-être faudrait-il limiter la croissance de la population sur la rive sud en raison du coût des travaux nécessaires pour franchir le fleuve. Le seul pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine a coûté 100 millions de dollars. Sans compter que le territoire de la rive sud peut avantageusement servir à l'agriculture. Cette activité économique y serait rentable, même si des cellules urbaines doivent se constituer de ce côté également.
Présentement, la force d'attraction de ce noyau est trop forte par rapport à celle des villes environnantes qui se vident tous les jours d'une part importante de leur population. En l'an 2000, il faudrait trouver dans chacune de ces cellules urbaines un plus grand nombre d'emplois, de sorte que le mouvement des populations vers le centre de la région s'en trouve freiné. Dans chacune de ces cellules, le développement de l'économie et la croissance de la population seront ordonnés en tenant compte du centre de la région. Les cellules urbaines varieront en taille et en importance. Les plus petites auront une population de 20 000 habitants. Et finalement, à la périphérie de la région montréalaise, on trouverait des villes satellites, Joliette, Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Valleyfield et La Chute. De 30 000 habitants qu'elle compte aujourd'hui, chacune de ces villes atteindrait, avec son bassin de desserte, une population de 125 à 300 000 personnes. Noyaux, cellules urbaines, villes satellites, voilà un portrait de la région passablement différent de celui que fournissent les quelques 300 municipalités existantes. La cellule urbaine pourrait être constituée d'une ou de plusieurs municipalités ou d'une partie de l'une d'elles. Mais même si un regroupement des municipalités découlait des suggestions mises de l'avant par un plan d'aménagement, il n'est pas du ressort du plan de prôner pareille politique. L'autonomie municipale n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'aménagement d'une région. Mais la cellule urbaine ne serait pas d'abord une entité administrative, une municipalité. Dans chacune, il y aurait un foyer où seraient regroupés établissements commerciaux, bibliothèques, cinémas, parcs, administrations, églises et édifices à logement. Autour de ce foyer viendraient se greffer les habitations. Les usines seraient localisées à la périphérie. La réalisation de ces projets nécessiterait une sorte de révolution. Un simple coup d'œil sur l'île Jésus permet de constater à quel point les activités communautaires sont dispersées. Le regroupement des maisons de commerce, des écoles, des églises modifierait grandement la situation. Il en est de même sur la rive sud. À Valleyfield et à Saint-Hyacinthe, cependant, les activités communautaires commencent à se regrouper au centre de la ville. C'est là l'évolution normale des villes hors de la zone d'influence immédiate des grandes métropoles. Mais à l'intérieur de la zone d'influence de Montréal, le regroupement des activités ne s'effectuera pas ainsi de façon naturelle. Il y faudra l'intervention des pouvoirs publics. La réalisation d'un plan d'aménagement exigerait la mise en place d'un réseau de transport qui coordonne routes, chemins de fer et métro. Les 100 000 d'autoroutes d'aujourd'hui devraient être multipliées par 5, ce qui est assez modeste si l'on se reporte à ce qui existe déjà dans certaines grandes villes américaines. Mais il y aurait moins d'autoroutes à Montréal parce que le parcours du métro, qui est présentement de 16 000, pourrait être prolongé jusqu'à 100 000. Et pour les banlieusards, le réseau des trains serait amélioré et complété par la mise en service d'un express régional qui permettrait d'atteindre le centre à toute heure du jour avec le maximum de rapidité, de confort et de sécurité. L'express régional pourrait aller de Sainte-Adèle à Saint-Hyacinthe et de Rigaud à Joliette. Les gares, espacées d'au moins 4000, seraient situées au cœur des cellules urbaines. Le centre de la région serait desservi par le métro. L'express régional et les trains de banlieue desserviraient des secteurs déterminés, de même que le système d'autobus interurbain. Le transport par automobile serait grandement facilité. Autour du noyau, de vastes espaces sont presque entièrement consacrés à l'agriculture. On ne peut envisager d'urbaniser tout ce secteur. Mais pour le moment, l'agriculture ne rapporte guère et l'économie rurale non agricole n'est guère vigoureuse. Sur ce territoire sont répartis sans ordre cimetières d'auto, carrières, domaines privés consacrés à la récréation, dépotoirs. Les politiques souhaitables viseraient à accroître la rentabilité des exploitations agricoles. Leur taille, les méthodes de mise en valeur, le marché des produits, la spécialisation de la production devraient faire l'objet d'analyses poussées. Nous avons étudié les usages possibles de ce territoire à des fins récréatives. Déjà, diverses institutions ont aménagé quelques secteurs. Il y a la réserve indienne de Caughnawaga, le sommet du Mont Saint-Hilaire, qui sont fermés au grand public. En fait, les Montréalais ne disposent que de 2 zones récréatives et encore à l'extérieur de la région. Ce sont les Laurentides et les cantons de l'Est. Il y a certes des parcs régionaux ou métropolitains. Quant aux berges des lacs et des rivières, un petit nombre seulement ont été déjà aménagés à des fins récréatives. De nombreux parcs pourraient être créés. Des plages publiques pourraient être aménagées à plusieurs endroits et plusieurs lacs ouverts à la navigation de plaisance. Il faudra canaliser des rivières,
comme on s'apprête à le faire pour la rivière des Mille-Îles, comme on devrait le faire pour la rivière des Prairies. Plusieurs forêts doivent être protégées pour être graduellement transformées en parcs régionaux, dotés d'équipements de pique-nique, de camping, de caravaning. Mais il faudrait voir encore plus loin et planter les forêts où les enfants du XXIe siècle prendront leurs ébats. La région renferme également des richesses d'une autre nature. Des villages ont un intérêt historique, culturel, ou tout simplement sont beaux. Les citadins aimeront s'y retremper, et il faudrait s'assurer qu'ils soient accessibles par des chemins qui permettent de prendre un véritable bain de nature. Le long des routes, les citadins trouveraient toutes sortes d'accommodements, et l'économie rurale, assez peu vigoureuse, bénéficierait grandement de cet intérêt des gens de la ville. Le tourisme lui serait un ingrédient absolument nécessaire. La population occupée à l'agriculture autour du noyau va décroître, mais la population totale de ce secteur va s'accroître de près de 100 000 personnes d'ici 1981. En bref, le plan du Montréal de l'an 2000 tenterait de prévoir la distribution de cellules urbaines autour d'un noyau. Il se préoccuperait de les relier entre elles et au centre de la région et déterminerait le sort de ces territoires à vocation agricole où se trouvent de belles forêts qui peuvent servir à des fins récréatives. Il faudrait éviter qu'il y ait trop d'habitants dans un espace donné. Mais il en faudrait un nombre suffisant pour que les activités communautaires puissent être regroupées avec profit. Il en résulterait une économie d'espace et nombre de secteurs ainsi libérés pourraient servir à la récréation. Les zones affectées aux activités de loisirs seraient plus proches, les déplacements moins longs et les besoins en autoroute limités d'autant. D'ailleurs, le transport en commun serait beaucoup mieux organisé. Le métro et l'express régional vont favoriser la formation de collectivités bien organisées par rapport au travail et au logement. La population n'y sera ni trop concentrée, ni trop dispersée. Si cette répartition de la population se fait de façon désordonnée, les activités de toutes sortes, commerce, enseignement, culte, s'éparpillent et un espace considérable se trouve ainsi gaspillé. Tout s'enchaîne. Il faut se déplacer sur des distances beaucoup plus grandes pour satisfaire ses besoins de loisirs. Il faut construire plus d'autoroutes pour permettre ces déplacements. Le coût des transports en commun devient alors prohibitif. Des autoroutes sillonnent la région en tous sens et la formation de cellules urbaines bien structurées se trouve compromise. Un plan d'aménagement régional n'offre pas de réponse à toutes les questions qui font la manchette des journaux. Nous avons pris pour acquis ici que plusieurs de ces questions seront résolues d'ici l'an 2000. Entre autres, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et le problème des finances municipales. Un plan d'aménagement permettrait de mieux cerner le problème de l'habitation. Uniquement pour faire face à l'augmentation de la population, il faudra construire en 30 ans près d'1,5 million de nouveaux logements. Mais en même temps que nous construisons des maisons, nous en détruisons. Au rythme où vont les choses, nous en aurons démoli 185 000 d'ici l'an 2000. Un plan d'aménagement permettrait d'en sauver au moins la moitié. Le plan permettrait également de mieux cerner les problèmes de la rénovation urbaine et de la répartition de l'équipement scolaire, hospitalier, récréatif. La spéculation foncière, obstacle fondamental à la réalisation d'un plan d'aménagement, devrait faire l'objet d'une étude complète. Seules de vigoureuses politiques pourront résoudre un problème d'une telle gravité. Il est établi hors de tout doute qu'un développement anarchique coûte très cher. Un plan d'aménagement régional permettrait d'économiser d'importantes sommes d'argent. Quant à l'organisme qui devrait être mis sur pied pour assurer la réalisation du plan, voilà qui déborde le cadre d'une esquisse comme celle que nous vous avons proposée. Les Montréalais et les administrateurs municipaux qui prépareront le Montréal de l'an 2000 marchent dans les pas de ceux qui, il y a 100 ans, se portaient acquéreurs du Mont-Royal et de l'île Sainte-Hélène, qui comptent parmi les plus beaux joyaux du Montréal d'aujourd'hui.